Voilà, suite et fin, et quelle fin de BFM Politique avec l'After RMC et vous, Éric Brunet. Bonsoir, bienvenue Éric. Bonsoir, merci. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. On l'a appris il n'y a pas longtemps, Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a annoncé ce soir que Jean-Luc Mélenchon devait retirer ses propos. Vous savez, lorsqu'il a parlé des 17 salopards et de Pierre Moscovici, ça sent un peu la guerre des gauches, hein. Ça sent la fin du programme commun un peu, hein. D'autant qu'il n'y en a pas eu, donc en effet, vous faites bien de le signaler. C'est un point, Il y avait une paix des braves quand même, entre Mélenchon et Hollande, relative. Je n'ai pas senti cela dans la campagne, je ne l'ai pas senti après l'installation du gouvernement, et je le sens de moins en moins. Je rappelle qu'au Sénat, la majorité fait défaut, puisque le Parti communiste, avec le Parti de gauche, ne vote pas les lois du gouvernement. Il doit s'excuser, au fait, Mélenchon ou pas ? Je crois qu'il faut toujours, on gagne toujours à retirer un propos personnel et injurieux. Je crois que ce serait bien pour tout le monde. Ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de mener le débat public sur la question européenne, qui est un débat important, hein, et qui est mené dans toute l'Europe. Mieux vaut le faire avec des méthodes d'abord loyales et, j'allais dire, partageables par tous. J'aimerais qu'on regarde un petit extrait, c'était au début de l'émission, en échange avec Jean-François Aquili, à propos des juges. Regardez. La tradition de la droite a toujours été de faire pression sur la justice, considérant que c'est un jouet ou une annexe de ses intérêts. Je rappelle que dans l'affaire Clearstream, Bettencourt, Tapie, Karachi, il y a toujours eu des pressions directes lorsque M. Sarkozy était au pouvoir sur les magistrats. Alors là, je vous trouve un petit peu dur, et voire même un peu caricatural, Monsieur le Ministre, parce que franchement, les magistrats, le syndicat de la magistrature a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de 2012. On ne peut pas dire que les juges soient gagnés à la droite et qui collaborent sans arrêt, entre guillemets, avec les pouvoirs de droite. Laurence Wisniewski, quand elle s'est lancée en politique, c'était aux côtés d'Europe Écologie Les Verts. Même chose pour Eva Joly, même chose pour le juge Alphen qui est allé vers la gauche, me semble-t-il. Non mais c'est vrai, il y a quand même les magistrats ont plutôt la dent dure avec la droite et en particulier avec Nicolas Sarkozy. Mais je dis pas que... Je ne sais pas où vous allez chercher ça, parce que moi je pourrais vous parler du juge Marceau, du juge Jean-Pierre, qui sont engagés à droite, et vous me parlez du syndicat de la magistrature qui concerne 30% des magistrats, 60% c'est l'USM, ils n'ont pas appelé à voter pour quiconque, donc je ne comprends pas votre vision un peu déséquilibrée du problème. L'USM a quand même demandé qu'on condamne Henri Guénaud pour ses propos, là, ces derniers jours, à propos du... Ah ben c'est un délit. C'est un délit de jeter le discrédit sur une décision de justice, c'est interdit. Hein. D'ailleurs, nous faisons toujours, nous prenons nous le soin, comme responsables publics, même pas gouvernementaux, depuis toujours, de ne jamais attaquer une décision. Il y a des voies de recours quand vous n'êtes pas content d'une décision judiciaire. J'entends, mais quand Manuel Valls, ministre de la République, critique une décision de la Cour de cassation sur l'affaire Babylou, il n'y a aucun syndicat de magistrats qui dise « Oh, c'est scandaleux, c'est un ministre, il a une fonction très importante, il critique une décision de justice ». Personne n'a rien dit. Non, je ne crois pas qu'il a critiqué la décision. Il a dit que cela questionnait le législateur et le gouvernement sur la vision de la laïcité. Ça veut dire qu'il est parfaitement possible que le gouvernement décide de légiférer. Voilà ce que ça voulait dire. Ce qu'a déclaré d'ailleurs la porte-parole Najat Vallaud-Belkacem. Vous n'avez pas sentiment que les magistrats français ont une dent contre Nicolas Sarkozy ? Je pense que c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui avait une dent contre les magistrats qu'il a surnommés de petits pois. Je ne pense pas que ce soit respectable, que ce soit respectueux du troisième pouvoir. Les pouvoirs sont séparés, doivent être respectés. La justice est indépendante dans notre pays. On a besoin de juges indépendants. Sinon, c'est l'affaire Calas. Si c'est le roi, le monarque qui décide de la décision et de la sentence, vous imaginez l'arbitraire. C'était pas le cas. Il a simplement souhaité supprimer les juges d'instruction comme dans la plupart des grandes démocraties européennes et du monde. Je vous rappelle qu'il a lui-même déclaré son rival qui était au fer avec la justice, M. De Villepin, de coupable. Il a utilisé le procureur de la République sous ses ordres pour faire pression sur le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, lui, qui n'est pas procureur, a déclaré relaxer M. De Villepin. Ce sont des pressions permanentes sur la justice selon la droite. Ce n'est pas acceptable. Je vous propose de regarder... on va parler de la CGT maintenant. Regardez. Je n'ai aucune difficulté à discuter avec la CGT. D'ailleurs, il suffit de prendre rendez-vous à mon bureau, on peut me voir. Donc je n'ai pas de problème. Je considère que nous devons faire œuvre constructive. C'est un ministère de combat. Nous menons un combat commun, pas les uns contre les autres. Et il faut trouver des points d'accord.
Bon, c'est un magnifique propos conciliateur, formidable. Je vais vous poser une question qui va vous ravir, mais je brûlais de vous la poser. Franchement, dans cet échange qui est rentré dans la légende, cet échange épistolaire que vous avez eu avec le patron de Titan, l'industriel américain Maury Taylor, ancien soudeur, qui a expliqué pourquoi il ne voulait pas racheter le site d'Amiens Nord Goodyear, il a été, on est tous d'accord, insultant, il a manqué de pédagogie, il a été dans la caricature, et vous lui avez très bien répondu. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite part de vous-même qui s'est dit, quand même, dans ce regard que cet industriel américain porte sur cette usine française, sur notre monde du travail, il y a quand même un peu de vrai? Je voudrais d'abord dire que, pour distribuer un peu les questions, que j'ai reçu le soutien d'investisseurs américains de longue date sur notre territoire. J'ai reçu une lettre que je n'avais suscitée d'ailleurs d'aucune manière du patron de Coca-Cola France qui explique « Moi, je suis content d'investir en France ». Ça fait quand même plaisir de savoir qu'aujourd'hui, le premier investisseur en France, ce sont des Américains. Quant à M. Maurice Taylor, le patron de Titan, il est à la tête d'une entreprise qui est 35 fois plus petite que Michelin, leader mondial français, et 20 fois moins rentable. Donc, les leçons de cette nature-là, ça me fait plutôt sourire. Maintenant, je vais vous répondre, monsieur Brunet. J'ai dit, donc je ne me le suis pas dit, j'ai dit que la CGT avait jeté la proie ou abandonné la proie pour l'ombre. Et maintenant, il faut comprendre aussi que les ouvriers de Goodyear, qui en sont à leur 6e année de lutte, pour défendre leur emploi, et qui vivent quand même le désespoir. On peut se mettre un tout petit peu aussi à leur place, pas seulement dans la tête de l'Américain ombrageux. On peut quand même reconnaître que lorsque un repreneur arrive sur les lieux et dit « je ne m'engage sur les emplois que pendant 2 ans », ça sent quand même le roussi. Vous savez pourquoi? Parce que dans la région Picarde, il y a eu beaucoup d'entreprises américaines, un certain nombre, qui ont refilé, si vous me passez l'expression un peu triviale, les outils de travail à des repreneurs un peu obscurs, vraiment petits et obscurs, et ça s'est terminé qu'en fait, ils étaient les préposés de la faillite. Ils organisaient la faillite. Donc, nous préférons une autre stratégie, qui est celle de regarder les choses sérieusement, et le gouvernement aujourd'hui cherche un autre repreneur. Qu'est-ce que vous dites à la CGT qui n'a pas signé l'accord du 11 janvier? Ce sont des amis, des partenaires, on discute. J'aurais voulu que la CGT et Titan, car Titan a repris tous les sites de Goodyear dans le reste du monde, sauf Amiens, trouvent les voies et les moyens d'un accord. Nous aurions pu discuter. Les positions étaient trop éloignées et pour ma part, je travaille au dialogue social. C'est-à-dire que chez Renault, chez PSA, partout dans tous les dossiers, vous dites c'est bien gentil, mais c'est mon travail. Nous essayons de rapprocher les points de vue. Et ça marche. On peut y arriver. Troisième petit extrait que je voulais vous montrer. On va vous écouter. Vous parlez de François Fillon. Monsieur Fillon, au début de son mandat, déclare « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à la tête d'un État en faillite ou d'une institution qui décide d'augmenter ses dépenses et de limiter ses recettes? C'est ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc nous avons un pays surendetté. Bon, d'accord, ok, c'est clair, on est tous d'accord. Question. Pourquoi est-ce que François Hollande, qui a autour de lui des gens de qualité, vous, des conseillers, pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas les Français dans les yeux? J'ai la conviction, nous avons tous la conviction qu'ils attendent cela. Et pourquoi est-ce qu'il ne tient pas le fameux discours churchillien qu'on attend tous? Ça va être dur, ça va être éprouvant, ça va être difficile. Du sang, du travail et des larmes. Les Français sont mûrs pour cela. Et au lieu de ça, on évite de désespérer Billancourt, on ne parle pas de rigueur, on ne parle pas d'austérité, c'est la novlangue socialiste. Or, les gens sont prêts à entendre que ça va être difficile. Les gens sont prêts à consentir des efforts. Vous devriez écouter les discours du président de la République, car il dit cela. Il ne le dit pas comme vous le souhaitiez à travers Churchill. D'ailleurs, est-il possible de réinterpréter Churchill? Je ne le crois pas. Il dit cela. Il nous le dit, et il le dit à chaque fois qu'il s'exprime. Nous avons aujourd'hui un État qui est en la situation suivante. En 5 ans, les 5 dernières années, 1 million de chômeurs de plus. Nous avons croissance zéro, moins 70 milliards de déficit. C'est le chiffre, je crois, le plus terrible en plus des 600 milliards de dettes. Les moins 70 milliards, ça veut dire que si on continue comme ça pendant 2 ans, la France ne pourra plus payer. Donc nous avons besoin de remonter notre industrie et notre système productif le plus vite possible pour qu'ils se remettent à exporter. François Hollande, celui du Bourget, qui était capable de lyrisme, pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas la caméra en face? Pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas aux Français avec lyrisme? On a le sentiment qu'il est timide, jeudi soir, technocratique. Écoutez, je vous donne rendez-vous jeudi soir, monsieur Brunet.
Arnaud Montebourg, Éric Brunet évoquait Churchill à l'instant. Vous faites beaucoup de bruit sur Twitter, paraît-il, du buzz, comme on dit, du bruit. Donc, avec votre comparaison, Hollande égale Roosevelt. Vous maintenez ça? Mais d'abord, il suffit de regarder c'est pas un peu extravagant, Roosevelt. Les choix politiques, nos choix politiques sont des choix qui visent à séparer le système bancaire. Qui l'a fait en Europe? Personne. Nous l'avons fait. C'est peut-être à minima, oui. C'est peut-être insuffisant, mais on est les seuls à l'avoir fait. Deuxièmement, la taxe 75% est issue de cette référence-là. Voilà. Et puis par ailleurs, Roosevelt, il a pris des décisions courageuses, exactement de la nature de celles que nous sommes en train de prendre, et qui provoquent cette impopularité d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été un lit de roses pour le président Roosevelt à l'époque. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Éric Brunet pour l'After RMC. Merci à vous, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Dans un instant, place aux informations et au journal de 20h avec Frédéric Delanouvelle. Merci.